Bienvenue dans Complorama, un podcast France Info avec Rudy Reichstadt, directeur du site Conspiracy Watch. Et Tristan Mendès France, maître de conférences associé à l'Université de Paris, spécialisé dans les cultures numériques. Et pour nous accompagner, Noé Da Silva de France Info. Et nous démarrons cette nouvelle année comme Donald Trump sur les chapeaux de roue avec l'intervention américaine au Venezuela. Nous allons voir que la complosphère américaine est partagée sur cette opération militaire, opération qui ne cacherait pas qu'une envie de pétrole ou une lutte contre le narcotrafic. Certains y voient une vieille affaire de fraude électorale. Ajoutez à cela des théories conspies de la part de la vice-présidente de Maduro. Voilà le 101e numéro de Complorama, le Venezuela vu de la complosphère. Je vais tout de suite tuer dans l'œuf cette conception que les États-Unis sont intervenus comme il semble que ce soit passé pour enlever quelqu'un et mettre un autre dictateur à leur place. Ce qui s'est passé, ça a été entièrement convenu avec le gouvernement Maduro. Et si l'opération militaire américaine au Venezuela était un coup monté, un accord entre Trump et Maduro? C'est ce que l'on vient d'entendre dans cet extrait signé Alexis Cossette. On commence peut-être par dire qui est-ce, Rudy? Oui, Alexis Cossette, c'est un YouTuber, vidéaste québécois qui est à la tête d'un média alternatif qui s'appelle Radio-Québec et qui est un vecteur de théories complotistes radicales depuis des années. Il a vraiment eu un rôle déterminant pour introduire le mouvement QAnon en langue française et donc en France, notamment au tournant de l'année 2020. On peut dire que c'est vraiment le trait d'union entre les complosphères anglophones et francophones. On trouve sur sa chaîne, par exemple, des interviews avec Sidney Powell, le général Flynn, mais aussi avec des figures de la complosphère française comme Richard Boutry, Valérie Bugeaud ou Idriss Aberkane. Il est même passé dans l'émission d'André Berkoff à au moins 2 reprises sur Sud Radio. Et c'est quelqu'un qui a une lecture effectivement complètement alternative des événements mondiaux. En gros, tout nous est caché, tout est politique profonde et il ne faut pas se fier aux apparences parce qu'en réalité, la politique telle qu'elle nous est donnée à voir est un théâtre d'ombre. Tristan, ton avis, toi, sur cette idée que ce serait un coup monté entre Trump et Maduro? Alors, il faut dire que ce moment, effectivement, d'intervention américaine a été l'objet de multiples récits complotistes, et je vais juste faire un petit panorama des différentes théories qui font surface, au-delà de celles qu'on vient d'entendre à l'instant. Alors, ça va vraiment de l'improbable à des choses un peu plus attendues. Alors, pour ce qui est assez improbable, on a des récits complotistes qui vont nous expliquer que Maduro est déjà mort ou remplacé par un clone. Ça, c'est vraiment pour les franges les plus marginales et les plus radicales de la complosphère internationale. Et puis, on a des choses un peu plus attendues, comme effectivement ce qu'on vient d'entendre à l'instant, avec l'idée qu'il y aurait effectivement une coordination entre le Venezuela et les États-Unis qui se seraient secrètement mis d'accord pour organiser le départ de Maduro. Évidemment, tout ça est fondé sur absolument rien de factuel jusqu'à aujourd'hui. Et puis, on a d'autres théories qui suggèrent que cette intervention, en fait, s'expliquerait, je cite, et là je cite clairement ce qui est promu par une partie de la complosphère, serait le résultat en fait d'une guerre chimique lancée par Caracas aux États-Unis, guerre chimique qui s'appuierait sur l'envoi de drogue sur le sol américain. D'autres parlent de guerre biologique, cette fois-ci, qui serait à l'origine de cette intervention américaine, guerre biologique qui serait en fait l'envoi de migrants vénézuéliens pour faire s'effondrer le système social américain. Et puis on a aussi une vidéo de Tucker Carlson, cette figure de la complosphère américaine, qui avait fait une vidéo en octobre dernier qui a refait surface. Et dans cette vidéo, il expliquait que Maduro pourrait être écarté du pouvoir dans le cadre d'un complot mondial pro-LGBT dénommé Globo Homo. Tout ça parce que Maduro était contre le mariage homosexuel. Ça va chercher quand même assez loin tout ça. Et il y a plein d'autres théories effectivement complotistes, et en particulier une qui est relative à une fraude électorale aux États-Unis en 2020, sur laquelle on reviendra un petit peu après. Mais juste une dernière remarque. Sur ce moment-là, il y a quelque chose que je trouve assez vertigineux, évidemment, c'est cette incroyable production de contenu, de faux contenus, vidéos, d'images générées par IA. Alors on a eu vraiment un déferlement d'images, de fausses images de liesse à Caracas, où pas mal de vidéos, on voit Maduro en train de danser ou en train de mixer comme Trump un DJ, aussi, ouais. Et Trump aussi. Bref, on est vraiment sur une séquence assez typique de captation complotiste, avec des motivations évidemment qui dépendent des communautés qui les poussent. Alors commençons par la complosphère américaine. Elle est divisée sur cette opération
opération militaire, Rudy. Elle est à nouveau divisée, comme elle l'a été au cours des derniers mois, à la fois sur le conflit entre Israël et le Hamas à Gaza, sur l'opportunité de frapper les installations nucléaires iraniennes en juin dernier, et sur le dossier Epstein. Faut-il diffuser l'intégralité du dossier? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui n'ont pas été diffusées, etc. Et en fait, on retrouve exactement ce même clivage sur l'opportunité de cette opération de capture, d'enlèvement de Nicolas Maduro. On voit très clairement deux pôles au sein de la galaxie Make America Great Again, la galaxie MAGA. Les pro-Trump, ceux qui sont d'accord avec l'opération, on retrouve Ben Shapiro, les partisans historiques de Charlie Kirk, si on veut, Jack Posobiec également, la majorité des élus trumpistes, donc le trumpisme un peu conventionnel d'une certaine manière, qui sont dans l'affirmation de la puissance américaine, la volonté de puissance américaine, ce qu'on commence à appeler depuis quelques jours la doctrine Donroe, une contraction de doctrine Monroe et de Donald pour Donald Trump. Donc on rappelle à nos auditeurs que la doctrine Monroe consiste pour les États-Unis à considérer qu'ils peuvent tout faire dans leur arrière-cour, leur backyard, parce que ça relève de leur intérêt national direct. Et puis donc de l'autre côté, on va dire le pôle le plus complotiste, très souvent le plus tolérant à l'antisémitisme, pour pas dire ouvertement antisémite. On retrouve Candace Owens, Tucker Carlson, dont on vient de parler, Marjorie Taylor Greene, Steve Bannon. Là, on dénonce une prise de contrôle hostile du Venezuela, orchestrée par la CIA et par, là aussi, les mondialistes. Donc, oui, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment ce camp pro-Trump est en train de se fracturer au bout d'un an d'administration Trump 2. Alors, vu que la Russie était l'allié du Venezuela, que dit la complosphère pro-russe, Tristan ? On a le même gros malaise en fait dans cette communauté effectivement pro-russe, tout simplement parce qu'elle est souvent, en général, alignée avec Trump. Et cette opération contre Maduro, qui est un allié du régime de Poutine, vient tout faire voler en éclats, tout simplement. On a ces communautés qui se retrouvent coincées en fait entre deux réflexes. C'est soit soutenir un allié de Moscou, Maduro, soit suivre Trump. Et le résultat, c'est une fracture encore plus marquée au sein de la complosphère internationale, et mondiale et américaine notamment, sur ce sujet-là, et qui donne vraiment l'impression qu'il se cherche. Il y a un centre de gravité qui ne s'est pas encore bien établi. J'ajoute que ce malaise traverse aussi directement l'administration Trump. Parce qu'il se trouve qu'au sein de l'administration Trump, il y a des figures américaines qui sont en poste et qui ont toujours exprimé de façon extrêmement claire et virulente leur opposition à toute intervention américaine au Venezuela. Et là, je pense évidemment à Tulsi Gabbard, qui est la directrice du renseignement national, ou RFK Junior, qui aujourd'hui est le secrétaire à la santé, et qui avaient tous deux, en 2019, exprimé des positions extrêmement fortes et public. Il l'avait également tweeté, c'est pour ça que ces tweets remontent aujourd'hui, tweeté le fait qu'ils étaient absolument contre toute intervention américaine au Venezuela. Et aujourd'hui, ces deux individus sont plutôt discrets sur cette séquence. Alors abordons le thème du pétrole, puisque Trump dit clairement que c'est ce qui l'intéresse. Les matières premières, c'est un thème justement qui parle aux conspis, Tristan. Oui, parce que là, on a effectivement Trump qui lui-même verbalise le fait qu'il est intéressé par le pétrole et qui fait une action militaire contre le Venezuela. Trump, en fait, donne corps à un imaginaire qui est déjà extrêmement ancré et fertile dans la fantasmagorie complotiste, avec l'idée derrière que toutes les guerres, toutes les ingérences sont toujours motivées par une quête de matières premières, et ici, le pétrole. Alors, ça ne veut pas dire que Trump n'est pas motivé par cette question-là. Clairement, c'est une partie de ses motivations. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que ce type de propos vient clairement alimenter tout ce socle d'imaginaire complotiste autour des interventions militaires en général. On passe maintenant au thème fraude électorale et Venezuela. Les systèmes de vote Dominion, le logiciel Smartmatic, ainsi que les logiciels utilisés dans d'autres systèmes de vote informatisés ici, et pas seulement Dominion, ont été créés au Venezuela sous la direction d'Hugo Chavez afin de s'assurer qu'il ne perde jamais une élection après qu'un référendum constitutionnel ait tourné d'une manière qu'il ne souhaitait pas.
On vient d'entendre Sidney Powell, une avocate qui avait rejoint l'équipe juridique de Donald Trump. C'était il y a 5 ans. Mais ce thème de fraude électorale autour de l'élection de Donald Trump revient dans l'actu, et ce, pour une très bonne raison. Tristan. Et oui, c'est pas tout à fait un hasard. Il se trouve que Donald Trump lui-même a partagé sur Truth Social il y a quelques jours, juste après son opération contre Maduro, une vieille vidéo qui relance les accusations de fraude électorale organisées par, on vient de l'entendre ici, les machines de vote électronique des entreprises Dominion et Smartmatic. Et là, on est sur une théorie complotiste qui a eu une couverture médiatique absolument folle en 2020 et que Trump a choisi de remettre en circulation aujourd'hui, juste après son opération contre Maduro. Alors pourquoi maintenant ? Tout simplement, et c'est ce qu'on a entendu dans la bouche de Sidney Powell à l'instant ici, parce que elle accusait le Venezuela déjà en 2020 d'être derrière ces fameuses machines de vote électronique. Alors Trump, en fait, en réactivant aujourd'hui ce récit, cherche tout simplement à connecter son opération au Venezuela avec la fraude électorale de 2020, supposément pilotée par le Venezuela. Et la complosphère pro-Trump américaine a parfaitement compris le message de Trump et s'est immédiatement engouffrée dans la brèche. Et on voit par exemple l'influenceur complotiste pro-Trump Benny Johnson qui fait directement le lien entre l'enlèvement de Maduro et les fraudes électorales de 2020 en expliquant à ses plus de 6 millions d'abonnés sur YouTube que la véritable raison de l'arrestation de Maduro aujourd'hui ne serait pas la drogue ou les cartels, mais serait motivée par la fraude électorale organisée au Venezuela en 2020. Selon lui, selon ce youtubeur, Maduro aurait des preuves de cette fraude électorale et c'est pour ça qu'il a été arrêté et kidnappé. Donc on est sur une énorme opération de com lancée par Trump qui vise à réactiver tout ce fantasme complotiste autour des élections volées entre guillemets de 2020 sur le dos de son opération contre Maduro. Et vu la reprise par la complosphère américaine et internationale, cette opération a parfaitement fonctionné. Je voudrais parler de Tucker Carlson, parce que précisément Tucker Carlson, qu'on a évoqué tout à l'heure, il a été licencié de Fox News suite à une procédure de la société Dominion contre Fox News en diffamation. Et pour échapper à un procès en diffamation, Fox News a accordé un accord à l'amiable dans lequel il devait verser plus de 787 millions de dollars à Dominion. Pourquoi ? Pour avoir dit que Dominion avait fausser les résultats de l'élection présidentielle de 2020, permettant donc l'élection de Joe Biden. Donc c'est intéressant de voir que une figure centrale de la complosphère, l'ancien animateur vedette de Fox News, peut un dommage collatéral de cette affaire. Et cette théorie de fraude électorale pilotée par Caracas, on la retrouve même dans la bouche de la chef de l'opposition vénézuélienne, qui est aussi prix Nobel de la paix. Oui, Maria Corina Machado, qui, il y a quelques mois, en octobre, a donné une interview aux médias Bloomberg. Elle dit très clairement « Je ne doute pas que Nicolas Maduro, Jorge Rodriguez, c'est le président de l'Assemblée nationale vénézuélienne, et plusieurs autres, soient, vous savez, les cerveaux d'un système qui a faussé les élections dans de nombreux pays, y compris aux États-Unis. J'ai aucun doute à ce sujet. Ils sont totalement impliqués dans des actes répréhensibles dans de nombreux pays. » Et en fait, là, elle valide le mensonge trumpien sur la fraude électorale qui aurait favorisé les démocrates en 2020. Et ce n'est pas la première fois que les États-Unis fantasment sur un complot vénézuélien, Tristan. Non, clairement, et c'est un grand classique. D'ailleurs, dès 2019-2020, certains complotistes pro-Trump de la magasphère expliquaient que le régime de Maduro serait derrière en fait des mouvements de contestation aux États-Unis, comme le mouvement Black Lives Matter ou les Antifa, soit en les finançant, soit en les pilotant directement ou indirectement. On a d'ailleurs la Heritage Foundation, qui est le think tank ultra-conservateur américain qui nourrit d'ailleurs l'action politique de Trump aujourd'hui, et qui avait pondu un énorme rapport qui allait dans ce sens. Et ces thématiques ont été d'ailleurs reprises et amplifiées par la complosphère américaine, qui a vraiment installé l'idée dans l'imaginaire de l'extrême droite américaine que Caracas serait le centre névralgique de tous les mouvements de contestation sociale, essentiellement anti-Trump, aux États-Unis. Et on va parler maintenant de la présidente par intérim au Venezuela. América Latina, el Caribe, África, Asia.
Amérique latine, les Caraïbes, l'Afrique, l'Asie, les gouvernements du monde sont tout simplement frappés de stupeur de voir que la République bolivarienne du Venezuela soit victime et objet d'une attaque de cette nature qui a sans doute une tonalité sioniste. C'était donc la vice-présidente du Venezuela qui assure l'intérim de Maduro. Et vous avez bien entendu, elle parle d'une attaque avec une teinte sioniste. Pourquoi dit-elle cela, Rudy ? Et qui est-elle d'ailleurs ? Qui est-elle d'abord ? C'est tout sauf une modérée. C'est une pragmatique en revanche, puisqu'elle accepte finalement, elle est obligée de co-gérer le pays. Enfin voilà, elle accepte les situations. Mais c'est une figure majeure du chavisme auprès de Hugo Chavez d'abord, de Nicolás Maduro ensuite. Elle a occupé des postes gouvernementaux clés. Elle a été ministre de la Communication, des Affaires étrangères. Elle était présidente de l'Assemblée constituante et vice-présidente depuis 2018. Donc elle est directement associée au pouvoir chaviste. Et alors pourquoi elle dit ça ? Parce que tout simplement, elle est dans la ligne qui était celle d'Hugo Chavez, qui expliquait déjà en son temps que Israël pilotait la politique étrangère américaine, dans la ligne de Nicolás Maduro, qui plusieurs fois dénonçait le sionisme international. Alors, les faits et les fantasmes. Les faits, c'est que si, comme on le dit, le Venezuela de Hugo Chavez et de Nicolás Maduro ont des liens très forts avec une organisation comme le Hezbollah libanais, il n'est pas exclu du tout que l'État d'Israël s'en inquiète et éventuellement partage des renseignements avec les États-Unis, etc. De là à dire que c'est Israël qui serait derrière l'enlèvement de Maduro, c'est aberrant. On sait qui est derrière l'enlèvement de Maduro, c'est Trump, c'est les Américains, c'est une opération spéciale américaine, mais il y a la volonté d'activer un ressort qui est le ressort bien connu de l'antisionisme et même de l'antisémitisme. Le chavisme a joué avec ça pendant des années quand même. Alors au Venezuela, il n'y a pas que Delcy Rodriguez, il y a aussi beaucoup d'autres théories conspires relayées par Maduro et ses prédécesseurs. Oui, c'est une vraie tradition complotiste du pouvoir au Venezuela. On l'a peut-être oublié, mais Hugo Chavez, déjà lui-même, poussait des théories complotistes dans des déclarations parfaitement publiques, notamment pour la plus traditionnelle, disons, sur les attentats du 11 septembre, qu'il imaginait être pilotés par Washington, par exemple. Et puis on a Chavez aussi, qui à la fin de sa vie a laissé entendre que son cancer, parce qu'il est mort du cancer, et celui d'autres dirigeants latino-américains pourrait être lié à une mystérieuse technologie américaine. Oui, une technologie secrète. Alors, il n'a pas eu ce mot-là, mais dans la complosphère, c'est très clair. On parle d'armes psychotroniques, c'est-à-dire des armes qui seraient capables, soi-disant, de produire des cancers à distance, par des ondes, des micro-ondes, etc. Et cette théorie du complot, elle a été relancée il y a quelques jours seulement par le ministre de l'Intérieur vénézuélien, Diosdado Cabello. Il a déclaré « Nous avons perdu le commandant Hugo Chavez, nous n'avons pas la capacité physique de le ramener, ils l'ont tué. Mais Nicolas, nous allons le ramener. » Donc il valide complètement cette théorie du complot, et c'est pas n'importe qui. C'est qui? Cabello. Tu peux nous le présenter rapidement? Cabello, c'est un fidèle parmi les fidèles, c'est un pilier du régime, un ancien militaire qui a participé à la tentative de coup d'État de Chavez en 1992, et c'est le puissant chef de la police, des forces de sécurité, et surtout, il dirige officieusement les colectivos, c'est-à-dire ces milices chavistes armées, loyales au régime de Maduro, et qui sont responsables de violations graves des droits humains. C'est aussi un complotiste émérite, Cabello. Émérite, si je puis dire, parce qu'il propage ses théories du complot dans une émission hebdomadaire de plusieurs heures qui s'appelle Con el Mazzo Dando, en français, en cognant un coup de massue, ce qui donne un peu une idée de la ligne éditoriale de l'émission. Tristan? Oui, alors pour rester sur Maduro, on retrouve chez lui pas mal de réflexes complotistes, notamment sur les grands épisodes mondiaux, par exemple au moment du Covid, où il a parlé de possibles attaques par armes biologiques. Donc il est vraiment sur cette frange covido-complotiste. Et donc au fond, c'est ça que je trouve assez intéressant, c'est que le Venezuela aujourd'hui, qui est ciblé par des récits complotistes qui viennent des États-Unis, est aussi, et depuis très longtemps, un producteur de récits complotistes pour son public interne ou même à l'international. Alors pour comprendre le Venezuela d'aujourd'hui, je vous invite à réécouter le numéro 72 de Complorama intitulé d'Hugo Chavez à Nicolás Maduro, le complotisme au Venezuela. Et c'est déjà, messieurs, l'heure de conclure. Qui commence? Rudy?
Moi, je dirais que cette opération d'enlèvement, elle est emblématique de l'époque plutôt qu'elle ne révèle la prétendue véritable nature des États-Unis. Je crois que c'est vraiment l'heure des prédateurs, comme le dit l'auteur Giuliano d'Ampoli. On n'imagine pas, encore une fois, une telle opération sous un président démocrate. Au contraire, même, on se rappelle qu'Obama avait été très critiqué parce qu'il avait rechigné à frapper le régime de Bachar el-Assad en Syrie après le bombardement chimique de la Ghouta en 2013. Oui, il avait lâché François Hollande. Exactement. Or, avec Donald Trump, on a le sentiment qu'on est un peu à l'état de nature, dans un monde un peu hobbesien, et que seuls les rapports de force comptent. On se rappelle que, quand même, en 2020, janvier 2020, il y a exactement 6 ans, il avait commandité l'exécution du général iranien Qassem Soleimani à Bagdad. Et de la même manière, en juin 2025, il avait mené des frappes de manière complètement unilatérale en Iran. Et donc, je pense que cette séquence, elle affaiblit d'une certaine manière les thèses du complot selon laquelle les États-Unis, par exemple, auraient fait assassiner Hugo Chavez. Donc, s'ils sont capables au grand jour d'enlever un président comme ça, pas de raison que sous une administration démocrate, ils aient assassiné Hugo Chavez. Tristan ? Moi, je dirais que ce moment, il est assez fascinant à mes yeux parce qu'on a deux régimes qui ont fait du complotisme un carburant politique. On a deux machines à récits quasi paranoïaques qui se regardent, qui s'accusent, qui se répondent. Et quand on a deux conspicraties, c'est comme ça qu'on peut les qualifier, qui se percutent, ça crée une sorte de réaction en chaîne. Ça radicalise évidemment, ça polarise un conflit qui est déjà noyé dans une sorte de brouillard de récits conspi, sans qu'on sache vraiment jusqu'où tout ça pourrait aller. Alors on continuera bien évidemment de suivre tout cela. Merci Tristan, merci Rudy, merci aux équipes techniques son et vidéo de France Info. C'était le 101e numéro de Complorama. À dans 15 jours. Au revoir.